vous le savez, cet été a été riche de nombreux événements. Et j'aurais vraiment voulu, au même titre que l'ensemble des élus du mouvement réformateur, pouvoir vous retrouver à cette occasion de la rentrée politique, à cette occasion de ces estivales qui sont un rendez-vous quotidien, pour nous un rendez-vous fréquent en tous les cas, qui nous permet de célébrer cette rentrée parlementaire, cette rentrée politique, mais aussi qui nous permet de refaire le point à la fois sur ce qui s'est passé, mais sur nos projets d'avenir. Ça n'a pas été possible cette année, croyez bien que je le regrette, mais soyez certains également que les jours meilleurs vont revenir. Nous pourrons nous rassembler, nous pourrons retrouver cette ferveur des grandes foules, la chaleur des salles et ce contact qui fait le plaisir, qui fait ce pourquoi nous faisons de la politique, cet échange humain qui détermine la différence entre des grandes théories et la pratique vécue au quotidien. Alors, si j'avais pu vous croiser, j'aurais peut-être pu répondre à vos messages. Car si on se voit peut-être un peu moins ces temps-ci, ça ne m'empêche pas de vous suivre, de vous lire, de vous écouter. À cette occasion, j'ai bien compris votre incompréhension par rapport à certains événements politiques qui ont eu lieu tout au long de cet été. Le premier d'entre eux, c'est notre relation à la NVA. Je sais que beaucoup d'entre vous étaient séduits, enthousiastes, à l'idée que nous puissions renouveler une alliance avec la NVA sur le plan socio-économique. Au même titre que vous, cette alliance m'enthousiasmait. Car comme vous, je suis certain que l'application d'une politique socio-économique libérale est ce dont notre pays a besoin. Mais comme vous, j'ai dû constater que la NVA a fait un autre choix, celui du communautaire, celui de la division du pays. Et dans cette direction, vous le savez, notre conviction est celle d'une Belgique forte, d'une Belgique unie, d'une Belgique efficace. À cette occasion, il n'était plus possible pour nous d'accompagner la NVA dans ce projet et donc nous avons dû faire d'autres choix. D'autres choix en ce compris sur le plan socio-économique, puisque comme vous avez pu le constater, la NVA avec le Parti socialiste avait décidé d'un projet très à gauche, un projet qui crée de la dette. Alors que l'on soit très clair sur la question, bien sûr que nous souhaiterions des allocations plus élevées, bien sûr que nous voulons des pensions plus importantes, bien sûr que, comme tout un chacun, nous préférerions que les dépenses de l'État puissent aller beaucoup plus encore vers les citoyens. Mais nous savons aussi qu'il y a un principe de réalité et que la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain et que notre rôle, c'est de libérer les individus, de libérer les énergies, de permettre à toutes celles et tous ceux qui travaillent de pouvoir vivre dignement de ce travail, de mieux récompenser l'effort, de mieux récompenser l'investissement, de mieux récompenser le risque que nombreux d'entre vous avaient pris et prenaient au quotidien, particulièrement dans le cadre de cette crise. Alors, une alliance s'est défaite, une autre s'est créée. Celle-là aussi, elle a pu vous surprendre. Effectivement, avec la famille écologiste, nous avons eu de nombreuses oppositions. Nous avons toujours de grandes différences, comme par exemple la réaffirmation pour nous extrêmement importante de la neutralité de l'État, comme on a pu le voir dans le cadre du port du voile dans l'administration à Molenbeek, où le mouvement réformateur a été la seule formation politique à s'y opposer. Effectivement, nous considérons qu'une administration doit servir l'ensemble de ses usagers de la manière la plus neutre. Il n'est pas question de faire apparaître des signes politiques, des signes convictionnels ou tout autre sentiment ou signe d'appartenance qui permet de diviser les individus les uns vis-à-vis des autres. Le rôle d'une administration, qu'elle soit communale, régionale ou fédérale, c'est d'unir, c'est de traiter sur un pied d'égalité et de respecter les convictions et les orientations de chacun. Alors oui, ces différences demeurent. Mais avec les familles écologistes, nous avons pu au moins nous mettre d'accord sur 2 points. 2 points fondamentaux qui ont tissé ce lien. Le premier, c'est notre conviction, et un des ateliers l'a rappelé, de devoir investir dans les nouvelles technologies, de devoir investir dans la recherche pour préserver notre planète, pour permettre une autre croissance, pour permettre à la Belgique d'entrer enfin dans la modernité. La Belgique, justement.
Vous connaissez mon attachement personnel à notre pays. Vous savez à quel point les liens avec l'OpenVLD sont importants à mes yeux, car ces liens préfigurent ce que nous souhaitons faire pour la Belgique. Il y a plus de liens et de fraternité entre un libéral flamand et un libéral francophone qu'entre un libéral montois et un communiste montois. Et donc, à ce titre, cela prouve bien que notre pays ne doit pas s'opposer sur des questions linguistiques, ne doit pas s'opposer sur des questions communautaires, mais doit au contraire s'unir sur des choix de modernité, sur des choix de progrès. Ces choix, eh bien, ce sont souvent les libéraux qui en ont été les moteurs. Notre parti est le plus vieux parti d'Europe continentale. Nous fêterons d'ailleurs nos 175 ans l'année prochaine, avec à ce titre de nombreux événements en lien avec l'OpenVLD. Pourquoi une telle longévité au mouvement libéral? Car le libéralisme est au plus profond de chacun de nous ce que souhaite l'individu. Chaque individu à sa naissance souhaite pouvoir prendre sa vie en main, se développer, réaliser quelque chose de sa vie pour qu'au terme de celle-ci, on puisse se retourner et se dire qu'on en a fait quelque chose. À ce titre, le mouvement libéral ne connaît pas de dogme. Il n'est pas dans la certitude. Il s'appuie sur des piliers de liberté, des piliers de responsabilité. Ces piliers se traduisent, comme vous avez pu le voir, dans une modernité et une recherche systématique du meilleur choix pour l'intérêt général pour notre pays. Lors de différents ateliers, on a pu traiter de fiscalité, avec la nécessité, oui, nous devons le réaffirmer, de pouvoir baisser les impôts, d'avoir aussi une autre fiscalité, une fiscalité qui arrête d'être punitive à l'égard du travailleur, mais qui au contraire l'encourage, le remercie. Car oui, l'ensemble de nos contribuables doivent être remerciés de pouvoir contribuer au budget général de l'État et permettre ainsi la solidarité avec tout un chacun. La solidarité, elle aussi, justement, doit se réinventer. Chacun d'entre nous doit accepter l'idée qu'on ne peut laisser personne sur le bord de la route, sans pouvoir assouvir ses besoins primaires, le fait de se loger, le fait de se nourrir. Ces besoins doivent être remplis car ils sont la condition même de la liberté réelle. On ne peut indiquer à un individu qu'il est libre s'il passe sa journée à savoir comment il va dormir et avec quoi il va manger. Nous assurons la liberté de l'individu en lui donnant les moyens de se prendre en main, en lui donnant les capacités de se lever le matin avec un objectif, avec une volonté, avec la possibilité d'une formation, avec la possibilité d'un enseignement de qualité. L'enseignement a été notre troisième atelier. À travers celui-ci, on a pu découvrir à quel point cet objectif doit être la première priorité des libéraux, avec des principes très simples, des principes très clairs, mais des principes extrêmement concrets. Chaque enfant doit pouvoir lire, écrire, compter. C'est la base, bien évidemment. Mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui n'y arrivent pas. Que fait-on? On les laisse dans un système scolaire où ils passent d'année en année sans jamais être redirigés, sans jamais être encadrés spécifiquement. Aujourd'hui, les militants du mouvement réformateur ont fait le choix, nous ont donné mandat de mettre sur pied un mécanisme d'accompagnement spécifique pour les enfants qui décrochent, qui n'arrivent pas à acquérir ces savoirs primaires qui, eux aussi, sont les fondations essentielles à une vie autonome, à une vie libre. Car des citoyens éduqués, des citoyens éveillés, des citoyens actifs, c'est ce dont la Belgique et l'Europe ont besoin aujourd'hui. Car les défis devant nous sont immenses. Il y a le défi environnemental que vous connaissez, l'enjeu de modifier notre économie, notre organisation de société pour pouvoir avoir plus de bien-être et un environnement plus vert, plus épanouissant. Cela sera possible par les nouvelles technologies. Nous croyons fondamentalement en la recherche, en la connaissance, en la croissance économique bien sûr, mais la croissance de l'intelligence. Et donc, vous l'avez compris, la nécessité d'avoir des citoyens constamment formés, éclairés. Nous devons cesser cette habitude de tout le temps, face à une nouveauté, se recroqueviller sur soi-même, se dire que finalement, cette technologie est un danger. Oui, la technologie est un danger quand elle n'est pas maîtrisée, quand elle n'est pas comprise,
quand elle n'était pas mise au profit de l'individu, au profit du citoyen. Notre défi politique aujourd'hui, c'est de maîtriser ces technologies. C'est de mener des débats qui peuvent apparaître comme ceux de science-fiction, mais qui pourtant sont les débats de la société d'aujourd'hui. La voiture autonome, les recherches en matière de santé, l'intelligence artificielle en santé, en enseignement, en mobilité. Toutes ces questions ne sont pas des questions du futur, ce sont les questions du présent. Et le mouvement réformateur compte bien les porter dans l'ensemble des assemblées du pays. Alors, cette détermination libérale à vouloir nous placer dans la modernité doit pouvoir également se traduire dans le cadre du prochain gouvernement. Vous le savez, les négociations ont connu une accélération au cours de la fin de l'été et nous devrions, en tout cas nous travaillons, nous œuvrons à ce qu'un gouvernement nouveau puisse être mis en place à l'horizon du 1er octobre. En attendant, les 7 formations politiques qui travaillent à un nouveau gouvernement ont demandé à notre Première ministre, Sophie Wilmès, de pouvoir prolonger sa mission. En tant que démocrate et attaché à la démocratie libérale et parlementaire, le mouvement réformateur s'en réfère au Parlement et laissera les différents groupes politiques décider de quoi l'avenir de notre pays sera fait. Nous avons la possibilité aujourd'hui, peut-être, de rentrer dans un gouvernement qui n'est peut-être pas celui auquel vous aviez pensé, vous, militants libéraux. Comme je vous le disais lors des vœux, ce n'est peut-être pas le gouvernement de vos rêves. Mais c'est aujourd'hui une solution pour donner à notre pays de la stabilité, pour permettre à notre pays de faire face à l'une des plus graves crises économiques des dernières années. Alors cette crise fait peur, elle crée des inquiétudes, elle crée aussi beaucoup d'attentes, car une crise, c'est aussi l'occasion de poser des réformes. C'est l'occasion aussi de créer une nouvelle société. Alors ce ne sera pas simple. Ce ne sera pas simple car il y a beaucoup de partis autour de la table. Ce ne sera pas simple car aujourd'hui existent également de nombreux inconnus. Personne ne connaît exactement quel sera le niveau du déficit public. Personne ne sait non plus quelle sera la croissance dans un an. Personne ne peut prédire la reprise en Allemagne, aux États-Unis, le prix de l'énergie, autant de paramètres économiques qui seront déterminants pour fixer la reprise en Belgique. Mais en tout cas, ce dont je suis certain, et ce à quoi je peux m'engager aujourd'hui, c'est que le mouvement réformateur aura toujours cet esprit de réforme au sein du gouvernement fédéral, au sein des entités fédérées, mais aussi dans les parlements. Car nous n'avons pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Nous n'avons pas d'autre choix que de marcher en regardant l'avenir avec enthousiasme et optimisme. Car aujourd'hui, il y a bien sûr le défi économique, mais il y a le défi de la sécurité. Vous le savez, ces dernières semaines et ces derniers mois ont été marqués par des actes intolérables dans toute une série de quartiers bruxellois, à des atteintes contre les forces de l'ordre, contre les pompiers, contre les ambulanciers. C'est inacceptable. Et une société n'a pas à expliquer de tels comportements. Car si la précarité sociale peut effectivement interpeller et doit nous interpeller, si nous devons apporter une réponse à l'absence de perspective que connaissent de nombreux jeunes aujourd'hui dans des quartiers, ça ne justifiera et ça ne justifie en rien les atteintes et les dégradations aux biens publics, aux représentants des autorités, mais aussi à n'importe quel citoyen. Et donc, à chaque fois qu'un acte est posé, la sanction doit intervenir. Nous devons pour ce faire améliorer le nombre de procédures accélérées. Nous devons pouvoir juger les faits plus rapidement. Il faut aussi que les sanctions soient effectives. Même les faibles peines de prison doivent être exécutées. Il n'est pas question de passer l'éponge, de se dire que finalement, ce n'est pas grave. À force d'agir ainsi, tout au long des dernières années, nous avons créé des carrières de délinquance, où parfois quelqu'un était jugé pour le premier acte après en avoir commis 4. Nous ne pouvons plus vivre dans une telle situation. Nous devons prendre exemple sur les Pays-Bas, où toutes les peines interviennent rapidement et sont purgées. Alors bien sûr, la peine doit être infaillible, elle doit intervenir, mais nous devons aussi offrir des perspectives. Nous devons offrir des perspectives à l'immense majorité de ces jeunes qui aujourd'hui ne voient pas toujours leur place dans la société. Pour offrir ces perspectives, je le disais, l'enseignement
sera un levier fondamental. Nous devons donner plus d'autonomie aux établissements. Nous devons aussi diminuer le poids qui pèse aujourd'hui sur le travail pour permettre à ces jeunes de pouvoir s'insérer dans l'emploi. Nous avons un devoir moral, nous avons une obligation sociétale à l'égard de milliers de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas cette conviction qui est pourtant le moteur du progrès selon laquelle demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui aussi, et j'en terminerai par là, dans notre vivre ensemble. Nous devons avoir une société qui est juste, une société où toutes les personnes qui sont dans les conditions de l'asile doivent pouvoir être accueillies, sans faire du show, sans jouer au matamor. Mais nous devons aussi avoir une société où toutes les personnes qui ne sont pas dans les conditions, où toutes les personnes qui sont en séjour irrégulier sur notre territoire doivent le quitter le plus rapidement possible. Ce n'est pas une situation souhaitable pour notre société que de maintenir de telles situations d'illégalité, mais c'est surtout un drame humain au quotidien pour tous ces gens qui vivent dans la clandestinité, la peur au ventre et sans aucune perspective d'avenir. Nous devons aussi avoir une société qui lutte sans relâche contre le racisme, une société qui se bat réellement et concrètement contre toutes les discriminations à l'embauche. À ce titre, j'ai demandé à l'ensemble des équipes du mouvement réformateur de travailler sur le CV anonyme. Je sais que la mesure est controversée, mais c'est trop facile de dire qu'on doit lutter contre les discriminations à l'embauche. Il faut aujourd'hui agir. Il faut compter sur la responsabilité individuelle, mais il faut aussi que l'État s'engage, que collectivement, nous montrions des gestes d'ouverture. Alors, les équipes du MR, j'en ai parlé. Pour conclure, je voudrais les remercier. Je voudrais les remercier pour cette journée, ce libre débat qui est une première dans notre pays. La première fois qu'une formation politique organise un tel débat ouvert, avec des représentants de partis différents, comme le Parti écolo, de syndicats, comme la FGTB, d'entreprises, de philosophes, de professeurs. C'est l'essence même du libéralisme. Toujours remettre en cause les certitudes. Il n'y a aucune certitude, il n'y a que la recherche collective d'un bien commun. Et ce bien commun, on peut le trouver grâce au travail de chacun. Il y a bien sûr toutes les équipes techniques, toutes les équipes de communication, tous nos conseillers de fond, les collaborateurs également de cabinet qui sont dans des périodes incertaines depuis de nombreuses semaines et qui œuvrent chaque jour à faire en sorte que ce gouvernement fédéral puisse être géré, mais aussi les collaborateurs dans les entités fédérées. Alors aujourd'hui, et je sais que souvent on ne vous met pas en scène, je voulais vraiment vous dire merci du fond du cœur et vous dire à quel point je suis fier d'être le président d'un mouvement comme celui-ci, d'un mouvement qui travaille, d'un mouvement qui n'est pas fermé, d'un mouvement qui au contraire est ouvert sur le monde, remet sans cesse en cause les certitudes et recherche fondamentalement le bien collectif. Encore une fois, soyez fiers d'être des libéraux.